4 janvier 1948, discours prononcé par le général de Gaulle à Saint-Étienne. Contexte. Place des Ursules à Saint-Étienne, ville ouvrière qui vient de se donner une municipalité RPF, le général de Gaulle dresse le tableau de la situation dans laquelle est la France et préconise un régime d'association entre le capital et le travail. L'hiver est là, la nuit tombera vite ce soir, mais c'est la saison qui convient pour voir nos affaires comme elles sont, assez sombres et inquiétantes. Et puis, voici Saint-Étienne, la brave, la grande, la noble ville, qui travaille durement dans ses usines et dans ses mines et mesure, mieux qu'aucune autre, ce que coûte la peine des hommes. Enfin, voilà le peuple assemblé pour me faire l'honneur de m'entendre. À vous toutes et à vous tous, je veux donc parler aujourd'hui des lourds soucis qui nous étreignent quant aux conditions de l'existence des Français. Si j'en parle, ce n'est point pour gémir, ni maudire. À quoi bon? C'est pour éclairer le chemin par où nous pourrons en sortir ensemble. Car je l'affirme, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, mais nous sommes malades. Oh oui, d'une maladie grave, qui exige un dur et long traitement. En fait, la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est qu'une étape sur une longue descente. Il y a beau temps déjà que l'équilibre est rompu quant à l'économie, aux finances, à la monnaie française. Il y a beau temps que nous vivons au-dessus des moyens qui nous restent, sans d'ailleurs que tout le monde en ait sa juste part. Maintenant, descendus au bout de la spirale, nous sentons le vent de l'abîme. La Première Guerre mondiale avait bouleversé de fond en comble les données traditionnelles de l'existence de notre pays. La moitié de la fortune nationale fut engloutie dans le gouffre. La mort de 1 300 000 de nos jeunes gens, les meilleurs, devait très lourdement peser sur l'ardeur et l'esprit d'entreprise qui sont, dans tous les milieux, les ferments de l'activité d'un peuple. Enfin, bien loin que la France pût alors vivre et travailler dans la paix organisée, elle se trouva rapidement placée devant la perspective d'un conflit et jetée en de déchirantes querelles. Il faut bien reconnaître que notre régime politique était aussi peu adéquat que possible à une pareille situation. Non point que ces hommes au pouvoir fussent, en général, indignes ni incapables, mais ils ne leur conféraient pas l'autorité forte et continue qui est indispensable à toute grande œuvre de l'État. La tourmente emporta le régime, c'est par d'autres moyens que la France trouva son salut. Les frais énormes de la Deuxième Guerre mondiale, les pertes terribles subies par notre économie, les destructions multipliées, la disparition de 600 000 Français, l'épuisement physique de 600 000 autres, changèrent en catastrophe ce qui était une crise permanente. La libération laissait la France non seulement ravagée, mais ruinée de fond en comble. Je ne saurais vous décrire les impressions que j'ai moi-même ressenties en parcourant successivement toutes les régions du pays au cours de l'année qui suivit l'entrée à Paris. Partout où j'allais, j'étais à la fois réconforté par le courage du peuple et saisi par l'ampleur des décombres. Il était évident que nous ne pourrions jamais nous relever sans un effort immense et prolongé de la nation tout entière. À cette époque, je gouvernais. Tout en achevant la guerre, j'ai été au plus pressé. Ce qui fut alors réalisé n'était certes pas parfait et ne pouvait pas l'être. Dans un pays aussi ravagé et épuisé que le nôtre, et au milieu du monde tel qu'il est, il passera beaucoup d'eau sous les ponts de nos rivières avant que nous puissions être autre chose que des gagnes-petits. Cependant, entre août 1944 et janvier 1946, nos mines, nos chemins de fer, nos centrales, nos ports avaient été remis en état de fonctionner. La production avait doublé, les salaires avaient été maintenus en rapport avec les prix.
La circulation des billets avait été réduite de 50 milliards. Les avances de la Banque de France à l'État étaient tombées à zéro. La rente 3% avait monté de 60 francs jusqu'au pair. En même temps, des réformes avaient été accomplies, nationalisation des charbonnages, du crédit, de l'électricité, création des comités d'entreprise, réorganisation des assurances sociales. À ces réformes, rien, absolument rien, ne fut ajouté par la suite, excepté toutefois la gabegie et le désordre qui introduisirent les partisans. Il faut croire que les ouvriers de France avaient compris l'intention et l'importance de ce qui fut alors accompli, puisque, depuis le jour où Paris fut libéré jusqu'à celui où je l'ai quitté, il n'y eut pas une seule grève. Mais ce n'était là que le début du redressement. Pour aboutir au rétablissement de l'équilibre national, puis à la rénovation économique, sociale et morale de la France, il fallait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Il y fallait le concours ardent d'un peuple rassemblé. Il y fallait l'action continue et l'autorité concentrée d'un État régénéré. Il y fallait de grands sacrifices imposés à tout le monde, à commencer, naturellement, par ceux qui souffraient le moins. Il y fallait une forte discipline nationale, exigée d'abord, comme de juste, de ceux qui se trouvaient en haut. C'est pourquoi, une fois la guerre gagnée, j'ai voulu maintenir la cohésion qui nous avait permis de nous tirer de l'abîme. J'en ai appelé à toutes les tendances, afin de rebâtir autour de moi une république qui fût elle-même capable de rebâtir la France. J'ai posé devant le peuple le problème des institutions. Vous savez ce qu'il en est advenu. Les séparatistes y furent pour beaucoup. Mais ils ne furent pas les seuls. En fait, les partis exigèrent que tous les pouvoirs leur appartinssent en propre. Ils y ont en effet réussi. Voici tantôt 2 ans que leur régime dispose à son gré de l'État. Les résultats sont sur la table. Je ne mettrai pas en cause la valeur ni la bonne volonté des hommes. Mais je constate que le régime des partis, étant incompatible avec un vrai gouvernement, l'a remplacé par des expériences. Ces expériences ont, depuis 23 mois, atteint le nombre d'une demi-douzaine. Chacune, à son tour, brandit son programme en jurant qu'il constitue la chance suprême de la patrie. Puis, après quelques épisodes, ayant conduit nos affaires plus bas, elle cède la place à la suivante. En vérité, tout le monde sent qu'il existe une irrémédiable disproportion entre, d'une part, la dimension des problèmes qu'il nous faut résoudre, et d'autre part, la nature du régime. Il en est ainsi, par exemple, pour la stabilisation de la monnaie et du même coup des prix, des salaires, des traitements, stabilisation qui est la condition impérative de toute espèce de redressement. Stabilisation sans laquelle personne ne peut bâtir sa vie et celle de ses enfants sur quelque chose de solide, si modeste que ce soit. Qui ne le sait mieux que vous, les travailleurs? Mais cette stabilisation n'est possible que par des moyens très rudes, et qui, d'ailleurs, le seront d'autant plus qu'on attendra davantage. Faire subir aux dépenses publiques une compression massive, en supprimant des services entiers, en réduisant tous les autres, en mettant de l'ordre dans les entreprises nationalisées et dans les assurances sociales. Réformer le système fiscal, notamment pour faire payer ceux qui échappent à l'impôt. Augmenter la production, en particulier par l'accroissement de la masse globale du travail fournie par tous les Français. Rouvrir carrière à l'esprit d'entreprise et à la concurrence en rendant la liberté à toutes les activités, sauf en ce qui concerne la répartition de quelques denrées de base encore trop déficitaires, charbon, pain, lait, sucre, matières grasses, réduire certaines consommations, comme celle de l'essence importée, rétablir la discipline, l'économie, le sens des responsabilités dans les services publics, tout cela est nécessaire à la stabilisation, mais tout cela implique un ensemble de mesures qui, sous une forme ou une autre, entament tous les intérêts et bousculent tous les préjugés. Quand il s'agit de les décider et surtout de les appliquer,
le régime fondé sur les partis ne peut manquer de défaillir. Il est grand temps que cessent ces jeux et cette impuissance. Il est grand temps que notre peuple puisse se donner, après des élections nouvelles, des pouvoirs publics en accord avec sa volonté et, par conséquent, légitimes, capables de le conduire vers le salut et la rénovation. Il est grand temps que ceux qui tâchent de pousser la France à la ruine, afin d'y établir leur dictature pour le compte des conquérants de l'Est, voient leur échapper les chances qu'ils trouveraient dans notre faillite et dans notre misère. Il est grand temps, comme veut le faire le rassemblement du peuple français, que l'État républicain soit rebâti de pied en cap. Mais il serait vain de croire que tout serait résolu si, un jour, par quelque opération, les pouvoirs publics renouvelés avaient stabilisé les conditions d'existence des Français. Non, nous ne pouvons rester où nous en sommes. L'avenir économique et social d'un pays tel que le nôtre, placé là où il est, parmi les autres tels qu'ils sont, c'est le progrès ou bien l'effondrement. Or le progrès, nous ne le trouverons qu'en tirant bien davantage de ce que nous possédons, en mettant beaucoup mieux en œuvre ce dont sont capables les hommes de chez nous, et spécialement les ouvriers. Oui, la puissance de la nation et le sort de chacun des Français dépendent, désormais, de notre productivité. Que voulez-vous? Nous n'avons pas de terre nouvelle à conquérir. Notre espace vital est atteint. Il ne faut pas nous attendre à voir jaillir de notre sol des sources imprévues de richesse. Quant aux matières et produits qu'il nous sera possible d'importer, en vertu par exemple d'un éventuel plan Marshall, et qui nous seraient précieux pour un démarrage vers l'aisance, soyons bien convaincus que nous devrons les payer, sous une forme ou sous une autre, et que nous ne les recevrons qu'à la mesure de notre propre effort. Alors, eh bien, puisque le salut n'est pour nous ni dans des conquêtes à faire, ni dans des trésors à découvrir, ni dans des cadeaux à recevoir, cherchons-le dans le rendement. Il s'agit de produire, avec ce dont nous disposons, beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus vite que ce que nous produisons. Mais c'est par là, justement, que la classe ouvrière française voit s'offrir à elle le moyen de jouer le grand rôle qui lui revient, et que la dictature du parti, que vous savez, lui refuserait. Tout comme le lui refusait le capitalisme d'antan, tout comme le lui refuse la confusion d'aujourd'hui. Car le progrès dans la productivité, comment l'obtenir sinon par la coopération active du personnel tout entier? Oui, parfaitement, il faut que tout le monde s'y mette et que chacun y ait intérêt. Assez de ce système absurde où, pour un salaire calculé au minimum, on fournit un effort minimum, ce qui produit collectivement le résultat minimum. Assez de cette opposition entre les divers groupes de producteurs qui empoisonnent et paralysent l'activité française. En vérité, la rénovation économique de la France et, en même temps, la promotion ouvrière, c'est dans l'association que nous devons les trouver. L'association, qu'est-ce à dire? D'abord ceci que, dans un même groupe d'entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations, et ils les fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur inclus, jusqu'aux manœuvres inclus, recevraient, de par la loi et suivant l'échelle hiérarchique, une rémunération proportionnée au rendement global de l'entreprise. C'est alors que les éléments d'ordre moral qui font l'honneur d'un métier, autorité pour ceux qui dirigent, goût du travail bien fait pour les ouvriers, capacité professionnelle pour tous, prendraient toute leur importance, puisqu'ils commanderaient le rendement, c'est-à-dire le bénéfice commun. C'est alors qu'on verrait naître, à l'intérieur des professions, une autre psychologie que celle de l'exploitation des uns par les autres, ou bien celle de la lutte des classes. Mais, les activités françaises étant ainsi rendues cohérentes par l'association, leur représentation pourrait et devrait être incorporée à l'État. Quelle importance prendrait alors un Conseil de la République où elle siégerait en même temps que les représentations des assemblées locales? D'autre part,
de quelle utilité seraient les contacts établis entre les délégués de ces mêmes activités et leurs pairs et compagnons d'autres nations du monde? C'est ainsi que se conjugueraient les économies nationales, celles notamment des peuples d'Europe, qui ont encore le moyen d'être libres. On voit à quel rôle magnifique l'association appelle un syndicalisme rénové, c'est-à-dire professionnel, libre, constructif, lavé à fond de la politique. Si la nation a pu se sauver au cours de l'épreuve de la guerre, c'est parce qu'en définitive la classe ouvrière avait su se ressaisir. Si la France doit cette fois encore faire son salut, c'est parce que sa classe ouvrière vient de marquer qu'elle le voulait, en se libérant de ceux qui l'entraînaient du côté opposé à la patrie, car elle s'est libérée dès lors qu'elle a commencé de le faire. Que nous autres du peuple français, nous ayons nos peines, à chaque jour que Dieu fait, c'est vrai, qu'en pensant à l'avenir de notre pays et du monde, nous ressentions beaucoup de soucis, c'est vrai aussi, comme dit la chanson, à qui sait rêver, les heures sont grises. Mais que nous soyons sûrs de tirer la France d'affaire, c'est encore plus vrai que tout. Rassemblons-nous, c'est là le bon sens, la force, le salut. Je vous dis que nous en sortirons.